Euh, alors, donc moi je vais vous parler de ce que j'ai fait globalement pendant 6 mois, un peu, enfin en vrai un peu moins, à Synactive en tant que stagiaire. Donc je bossais sur les CMS, et donc je faisais de la documentation pour chercher de la vulne, donc comment bien setup, comment ça marche les CMS globalement, bah, tout ça quoi. Donc j'ai rédigé une série d'articles un peu comme Remsio. Donc on va voir plus précisément avec Magento ce que ça donne dans la suite du stream là. Mais juste avant, quelques petits points assez importants. Bon, en vrai, non, je peux même carrément juste commencer par une petite démo de mon Magento, de mon instance que j'ai là. Donc globalement, c'est un Magento out of the box avec juste un produit que j'ai ajouté à la. C'est une boutique quoi, Magento. En fait, c'est un CMS pour revenir aux bases. C'est un CMS qui fait des boutiques, enfin qui permet de faire des boutiques en ligne. Et donc là, on va explorer un peu comment ça marche déjà Magento. Donc là on voit la home page. Là, on est sur on voit bien mon. On voit Attends, ton VS Code à gauche et un terme ouais, à mon droite VS Code avec et le un terme à locate droite. DB. Ouais, c'était. Je faisais des tests tout à l'heure, mais on va virer ça. Alors, du coup, normalement, donc on va faire un petit point setup d'ailleurs au passage. J'avais demandé quel est ce lab, d'où il vient, parce que moi j'ai aussi un lab Magento Docker Compose. Je suis Ouais, moi je curieux l'ai un peu refait du. artisanalement, on va dire. Ah ouais? Infernal. Bah ouais. Ah moi From le. Debian Bullseye, voilà. J'ai refait Mais ça ouais, mais du coup t'as artisanalement à partir. ça, mais t'as pas du coup le Elasticsearch qui va avec, t'as pas le. Si tu t'es chauffé Si. à faire le front, le back, l'ADB, le système de Non. Enfin traitement, après ouais. la DB c'est une MariaDB, voilà. Ouais. Le back, enfin du coup il y a le Elasticsearch. Ah J'ai ok. en plus rajouté un PHPMyAdmin pour pouvoir creuser dans la DB un peu comme je voulais regarder ce qui se Classique. passe. Et j'ai le Magento que je build, voilà. T'as pas de. Attends, descends un peu. T'as pas de RabbitMQ, un truc comme ça, il me semble qu'il y avait une queue de traitement aussi. Non, Je sais Non. pas si c'est non, pour le nécessaire par coup, défaut. Magento a juste besoin d'un Elasticsearch et d'un MariaDB. Ok. Enfin, d'une DB Fine. quoi. Ok. Voilà, donc Elasticsearch qui fait le cache et MariaDB qui fait la DB, globalement. Et donc, mon Docker Magento, je le fais à partir de Debian. Je git clone Magento. J'ajoute en même temps. Enfin, j'installe plein de conneries, dont PHP Xdebug. Voilà, et donc ça me permet de me setup comme il faut. Et derrière, donc je fais un Docker Compose up, et après avec l'extension dev containers, je peux lancer un VS Code dans mon conteneur Magento que j'ai créé tout à l'heure. Donc on va se mettre ça là. Hop là, oula, c'est bon. Le VS Code dans le container ou le VS Code se plug au file system du container et il est comme VS Code sert. En fait, justement, un là en front. bas on le voyait. En gros, c'est le front il reste sur mon note, mais il y a un binaire VS Code server qui est lancé et du coup l'interface graphique qui est sur mon note, elle se connecte au VS Code server qui est dans le container. Ouais. Un peu comme tu sais, tu peux faire ici, tu peux te connecter en SSH Ouais, carrément pour un remote et file lancer le VS system, de Code la server sync. ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu le même principe, mais cette fois c'est dans le conteneur. Voilà. Alors, je fais un truc qui est différent mais qui marche quand même. T'as moyen Ouais. d'avoir. Moi, ce que j'aime bien, avoir les sources pas dans le container mais sur l'autre. Donc, tu démarres ton Ouais. container. Tu copies, enfin, au runtime, tu copies toutes les sources sur ton hôte. Tu Ouais. stops. Tu fais en sorte que les sources de ton hôte soient mount dans ton container en tant que volume. Uh-huh. Donc tu modifies sur ton hôte et ça modifie le comportement dans ton Docker. T'es bien, pas de cache, pas chiant. Pas de sync avec un file system distant parce que c'est le file system qui est utilisé. Ouais. En revanche, il faut juste que tu aies une conf dans le VS Code pour lui dire au fait, le mapping entre ce Oui, que il faut le traduire, va te quoi. remonter et mon file system, t'as Ouais. mais c'est entre un mapping où elle est setup à un serveur En vrai, VS Code dedans. les dev containers, du coup, c'est l'extension qui permet d'avoir la table à Remote Explorer. L'extension, c'est dev containers. Et c'est vraiment, enfin, tu cliques install et après, quand t'as fait ton Docker Compose Up, il te liste tous tes conteneurs et tu cliques et go et c'est fini. Enfin, ça me plaît bien comme setup.
Voilà. C'est nice. Après, ouais. Et du coup, maintenant, ce qui me permet de simplement, du coup, dans mes extensions, toujours, aller installer. Je sais pas si elle est déjà installée d'ailleurs dans le conteneur, mais. Du coup, là, si tu docker stop ou docker rm, tu perds ton file system. Là, je perds ma fenêtre, ouais, je perds ma fenêtre. Ah oui, la fenêtre et le file system, ok. Ouais. Parce qu'il pourra plus. En fait, le VS Code server, il répondra plus. Enfin, il est plus lancé, donc. Enfin, il est down, quoi. Donc, l'interface graphique pourra plus parler avec le VS Code server et du coup il va me dire timeout, salut. Du coup là j'installe l'extension PHP debug à côté du VS Code server qui est dans le conteneur. Donc là l'extension PHP debug elle est dans le conteneur en réalité. Ah c'est nice. Ouais. C'est pratique. Ouais. Donc là je crée mon launch.json pour dire que je veux avoir une config de debug phpxdebug. Je m'étais noté un petit tricks stream juste note. Voilà, j'avais besoin. Ça a fait du débugage de dernière minute. Non, today c'est pour autre chose. C'est autre chose qu'on n'aura pas le temps de voir ce soir probablement. Mais c'est la version de maintenant parce que là en fait on est sur une vieille version. Le git clone là il est sur 2.4.3 qui est la dernière version dans laquelle il y avait la vuln que je vais montrer. Mais le today c'est normalement il est à jour avec ce qui se passe maintenant. Ok, je peux montrer. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Donc un petit truc important aussi pour le setup VS Code, c'est le max data qui va en fait quand Xdebug il va, enfin par exemple, bon on verra tout à l'heure, mais quand on récupère, enfin on peut inspecter les valeurs des variables au cours de l'exécution. Genre quand j'ai mon breakpoint, je peux voir la valeur qu'a actuellement $A quoi. Et si c'est une chaîne de caractères, par défaut, il la limite à 1024 caractères, j'ai envie de dire. Et des fois, on a envie de voir des chaînes de caractères vachement plus longues que ça, donc là, on l'augmente à balle pour être safe. Donc voilà. Donc maintenant, on a notre launch.json. C'est pas trop gros ou trop petit, je sais pas. Enfin, j'ai zoomé un peu. Moi, je trouve que c'est nickel. Ouais. Le chat, n'hésitez pas à hurler si ça va plus, mais. Ça me semble particulièrement gros pour moi, mais c'est peut-être que j'ai juste pas l'habitude d'avoir. Bah, faut se dire que eux, ils ont. C'est comme s'ils avaient ton écran, mais en scale 3/4, vu qu'il y a nos têtes. Ouais. Sinon, tu fais un. Donc. Ouais, c'est good. Juste là, on va lancer Xdebug. Donc là, on a Xdebug qui est lancé en local enfin Xdebug, le serveur Xdebug entre guillemets, qui est lancé en local dans le conteneur. Et donc moi derrière ma conf, attention, on revient, c'est quoi? C'est raté, c'est là. Quand j'ai créé mon conteneur, je lui ai dit dans mon php.ini contrôle F remote. Ouais. Quand tu parles, justement, quand tu parles du serveur Xdebug, on parle bien du .so configuré dans les PHP-ini qui se fait charger au démarrage de PHP et qui lui back connect ou bind suivant la config. Ouais. En gros, lui, donc le module PHP Xdebug, il va aller taper sur 172.20.01 qui je suis pas sûr justement, je suis peut-être en train de dire des conneries. Zbi terminal. Elle est là. Effectivement, c'est mon hôte. Complètement. En tout cas, les frères Dev Container. Ouais, en vrai, très pratique. Du coup, j'ai un shell dans mon conteneur. J'étais en train de troll, mais tu viens pas de dire que c'était ton hôte. Bon là, le route, c'était ton. En fait, si effectivement, ça vient taper sur le 9000 de mon hôte finalement. Ok. Donc ça va connecter. Ouais. Donc là. Qui fait plus de sens. Vu qu'il n'y a pas de port exposé dans le Docker, il peut via le bridge. Après, tu peux changer les ports justement avec le Dev Container. Tu peux. Ça c'est trop stylé. Forward, enfin c'est vraiment une dinguerie les Dev Containers, hein, vraiment. C'est un front sur de la CLI Docker, les gars. Oui, mais c'est du clic-clic quoi, c'est 3 clics et t'as ton setup, et si je veux share un port en plus, je share un port en plus et voilà quoi. C'est que tu le shares en live, c'est ça qui est cool. Ouais. Je peux changer la config. Les Docker port forward en live, hein, si lui le fait. T'as jamais regardé la commande, hein. Bon, j'avoue, gain de temps, besoin de connaître la commande. Voilà. C'est pratique. C'est pratique et typiquement pour bootstrap des trucs, ça se fait bien. Et donc là, on avait un listen for Xdebug. Donc là, on voit que Xdebug tourne. On peut mettre en pause l'exécution, mais il n'y a pas de requête pour l'instant. On va aller regarder dans le fichier la bonne pratique
ce par quoi je commence, parce que globalement tous les CMS en fait ils ont un truc un peu commun. Attends, je vais remplir un peu tout ce bordel. Tous les CMS ils ont un truc un peu commun qui est que toutes les requêtes elles vont aller taper sur index.php, un peu comme on sait t'aurais une fonction main quoi, et donc en fait ils ont des rewrite rules ou des choses comme ça qui vont tout faire taper sur index.php, et derrière c'est le index.php qui va process tout, qui va regarder l'URI, qui va regarder les paramètres, qui va appeler le bon contrôleur au bon moment, et qui va répondre avec la réponse HTTP quoi. C'est best effort ça, hein, tous les trucs qui vont juste avoir ce fichier en point d'entrée, on aimerait, mais les direct access en PHP, c'est l'un des problèmes carrément majeurs. Effectivement. Donc les frameworks font les choses, on soit du rewrite, soit ils vont. En fait, on ne peut pas faire PHP serveur et ensuite serial file system. On va dire PHP le fichier en particulier, et ça va forcer tous les entry points. Genre on peut avoir même sans rewrite forcer un fichier à être un entry point. En général, ça va plutôt être fait au niveau du point HT access et ce genre de choses. Si tu regardes dans ton point HT access, je ou pense de la config Apache, mais je suis pas sûr que là-dedans. Sauf que ça, c'est ultra dangereux en fait. Tu fais ça au niveau d'un point HT access, t'as un point HT access qui parle en upload et c'est terminé. T'as du dire listing récursif sur tout ce qui est en dessous. Alors que si tu débrouilles pour faire un file upload arbitraire, t'as mais défense en profondeur. Si tu te reposes pas sur du rewrite, en fait, si tu te reposes sur la sécurité du reverse proxy pour le truc qui est derrière. Si le reverse proxy t'as un moins de point slash avec des parseurs différentiels, c'est niqué. Alors si ton PHP lance par défaut le fichier qui lui va faire le listen en PHP pour accepter les sockets balancer d'autres personnes ou autres, là, je veux dire, si PHP-FM dit tu rentres dans ce fichier .bar et juste t'as pas accès au reste du file system parce que c'est lui l'entry point, tu bloques tous les PHP direct access. Bien sûr, mais c'est... On va dire c'est un peu le chat et la souris, comme ce qu'on disait avec le unserialize tout à l'heure. C'est la même rhétorique. C'est toujours, tu peux toujours faire les choses. On peut toujours, mais là en l'occurrence, tu passes d'un endroit où tu mixes le routing et le file system en mettant une couche de rustine devant en espérant que ça se passe bien, et l'autre, t'as vraiment un truc qui dit le routing se fait tout le temps dans ce fichier. By the way, si le pass c'est ça, alors include tel autre fichier. T'en as vraiment en réalité, il se met en parapluie. WordPress fait les deux en même temps en fait. Par exemple, WordPress a une partie. En fait, la partie publique de WordPress, elle est avec des rewrite rules, etc. Qui font que globalement tout ce que va taper un user normal qui sera non autante sur le WordPress, ça va passer par le index.php, etc. Si tu passes et là tu vas, par contre, dès que tu vas passer dans la partie admin, en fait même déjà quand tu vas faire /wp login /wp-admin/login.php, là tu vas aller taper le fichier directement, et en fait tout le panneau d'admin il se fait en tapant des fichiers directement. Donc et tout ça c'est sur le même serveur web en fait. Donc typiquement WordPress fait un mix des deux, et donc à ce moment-là tu peux pas juste faire un PHP le nom du fichier. Voilà. Petite réponse quand même à Push 9090, je réponds de manière un peu brute des courfages dans le chat, mais pas de souci, il sait bien qu'on est des avis différents. C'est vrai que c'est un problème de conf serveur et pas de langage. C'est pas un problème de langage, parce que tous les langages peuvent manger une socket, se mettre en listen et juste ne pas garantir by default l'accès au reste du file system. Un PHP Util Server le fait, un PHP FPM le fait pas sur la config. Un Apache, suivant comment tu as configuré, peut rediriger sur le file system ou sur un fichier .bar et juste renvoyer une 400 s'il n'existe pas. Il y a un mix de... on peut faire bien dans tous les langages. Si on est là à bully tout ça en PHP, c'est que c'est clairement plus simple de se rater en PHP. PHP devrait, même à supposer qu'il soit bien, qu'il soit résilient, ne pas dépendre d'un reverse proxy pour avoir un problème, parce que sinon à la moindre SSRF, t'as une application safe. Quand tu es un web test, tu donnes une URL, il va fetch l'URL. Ok. Ça c'est bien, et d'un coup, t'as ton system reverse proxy qui est safe et qui fait tout le rewrite bien comme il faut. Bah, tu utilises la SSRF pour aller taper l'interne, t'as zéro défense en profondeur, alors que si t'avais eu une socket mangée dès le début, bah au final, on aurait juste retapé comme si on tapait de l'externe, et on n'était pas plus avancé avec notre SSRF. Bon, il y en a un loopback et tout, mais pas plus sur ce composant en tout cas. Vraiment, mais bon, c'est cool que t'aies pas le même avis, donc continue. Thanks. Yes. Bah du coup bon, avec toutes ces histoires, là globalement ce qui va se passer de toute façon ça va être que je retrouve pas mon voilà, ça va être que quand je vais aller taper sur n'importe quelle page, typiquement la page de sign in,
Attends, je vais même faire ça pour qu'on ait les deux en même temps. On voit bien d'un côté mon... Ouais, on a ton à droite et ton super. à gauche. Et ben là, normalement, là donc j'ai mis un breakpoint. Ligne 1 entre guillemets, c'est la première ligne qui fait vraiment des trucs utiles du index.php. Je vais dans sign in et normalement voilà mon breakpoint trigger. Là du coup maintenant on s'en refout de ça et on va aller regarder ce qui se passe un peu, on va aller suivre l'exécution juste pour voir comment ça marche de manière générale Magento. Donc bon, il create, je vais peut-être pas rentrer dans toutes les fonctions, voilà, je vais aller directement un peu à l'essentiel. Donc on create un environnement quoi. Bootstrap, il contient énormément de choses. Un object manager. Ça, c'est des détails de Magento qui sont expliqués dans les blog posts que j'ai sortis. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Tout ce qui compte là-dedans, c'est on crée l'environnement. Là, globalement, cette étape-là de Bootstrap égale bootstrap.create machin. Et la deuxième. Pardon ? Warm-up de traitement de la requête. Ouais, exactement. Il démarre toutes les classes, il charge tous les gros fichiers PHP qui contiennent tout ce qu'il faut pour toutes les classes Magento, etc. Create application, pareil. Et Bootstrap Run, c'est là où on rentre vraiment dans les choses sérieuses. Alors, hop, donc on a des profilers, voilà, initialisation. Là, on lance l'application, on va rentrer là-dedans. Alors là, c'est un autre problème de Magento que j'explique, c'est les interceptors. Globalement des plugins. Enfin, faut voir ça comme de l'instrumentation. En fait, Magento s'instrumente lui-même sur certains points. Globalement, je vais passer assez vite sur ces calls-là et les traverser. Il va loader des plugins, faire une chaîne de priorité de chargement et de traitement. Exactement, ouais. Il va regarder pour chaque méthode. Bah, par exemple, là, la méthode, c'était quoi ? C'était c'était une application flèche launch. En gros, il l'a intercepté, il regarde tous les gens qui se sont register sur cette méthode launch et s'il y en a, il les appelle et avant d'appeler l'original launch. Assez similaire au système de hook WordPress pour avoir des trucs admin, des trucs user, des trucs. Ouais, exactement. Exactement. Donc là, pareil, ça va être du warm-up. On configure l'object manager. Je vais aller jusque. Ouais, voilà. Hop. Donc là, on va avoir un truc genre result égale front controller dispatch. On se dit que le result, ça va être le résultat de notre requête, puisque derrière, il essaye de render le résultat, etc. Et globalement, c'est il va le render dans la réponse. Donc on se dit que result, ça va contenir notre réponse. Donc en vrai, que tout le travail, il va être fait dans la dispatch. Donc on va aller rentrer dans la dispatch. Dispatch, à ce moment-là, bon là encore un système de plugin. Hop, on rentre dans le plugin. Là, on a tout le blabla qui va regarder. Tiens, combien il y a de plugins ? Hop. Du coup, on rentre dans la next. Hop. Est-ce qu'il y avait des before ma méthode ? Là, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a un around ? Oui, il y a des around. Hop. Et là, on voit un premier mécanisme un peu dégueulasse qui est utilisé par énormément de CMS. C'est un tricks en PHP. Qui va mourir en PHP 8 en théorie aussi. Ah ouais ? Le $foo de $bar. Genre en gros, mettre une fonction en termes... Comment dire ? Mettre du texte qui va désigner une fonction et appeler texte de texte et avoir fonction de quelque chose appelé. Mais ça marche aussi si tu mets ton bout de texte qui dénomine ta fonction en / quelque chose ou même en 0x quelque chose. On l'a passé il y a pas longtemps dans une jail PHP. Excellent. Pour la grec d'ailleurs. Je verrai plus tard pour une démo, mais globalement l'idée c'est quand tu fais une string, ça c'est clairement un plugin méthode, c'est une string, et il est appelé, on peut appeler une string de manière totalement sereine, et il va la caster en fonction quoi. Voilà. Ouais. Donc ça m'étonnerait que ça meure comme tricks. C'est littéralement. C'est un cast quoi, c'est un cast comme il en existe des centaines dans PHP. Mais non, tu peux avoir un create user function qui va créer une fonction en fonction du nom. Tu peux demander de trouver une fonction par réflexivité. Tu veux dire là, le $foo de $bar est deadly quoi.
C'est l'équivalent en Ruby du Constantify ou Methodify. Prendre la donnée et lui donner une utilité sémantique, faire ça avec une fonction, faire ça avec des requêtes SQL, faire ça avec des passes, ça ne marche pas, on ne manipule pas je suis d'accord, des ressources comme des petits pains. Oui. Ok, je croyais que tu voulais dire de charger une fonction... Effectivement, tu as des fonctions qui permettent de le faire. Comme on aura toujours besoin de réflexivité, mais cette syntaxe-là a été jugée trop prone et est censée dégager. Ah oui, et une autre raison... c'est clairement dégueu, faut pas faire ça. Mais malheureusement, c'est utilisé comme ça dans énormément de trucs. Mais ouais, ça va être très très chaud pour des trucs typiquement Magento ou WordPress qui utilisent extrêmement souvent ces design patterns là. Donc, un autre truc vraiment horrible à ça, c'est que la revue de code avec du semgrep, sneak ou n'importe quoi, ça marche éclaté. Ouais. C'est éclaté. C'est de la valeur théorique, on n'a pas de code à scanner. T'avais creusé le sujet, Bluesheet pas mal. J'avais. Ouais, effectivement. Et en fait, il y a plein de mécanismes que SemGrep va pas pouvoir suivre en PHP. Typiquement celui-là, parce qu'en fait, il reconnaît pas un appel de fonction. Enfin, il arrive plus. Juste si on fait de la taint analysis, il va pas suivre l'atteinte, quoi. Et ou alors qu'il a suivi en wildcard, sauf que t'as tellement de méthodes qui pourraient être invoquées c'est pas possible. La réflexivité que c'est dead. C'est pas possible. Ouais. Bon, du coup là on continue là-dedans, hop, donc là on est dans le around dispatch, on va vraiment appeler dispatch un jour, je vous promets, c'est juste plein de plugins, voilà, c'est là, donc là on est vraiment dans la... non, on est encore sur un plugin. Je cherche tranquillement, je fais un peu de meublage parce que quand même tu utilises du Xdebug et je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec des debuggers, il y a encore plein de monde qui avance avec du printf tranquillement, ou du echo ou du vardump. Ouais, ça marche très bien quand c'est ce qu'on fait. Ça marche très bien le vardump. Mais quand même les petites flèches que vous voyez en haut, il y a du restart, il y a du stop, il y a du start, la base, mais il y a quand même très puissant. Il y a quand même 3 fonctionnements principaux pour ce genre de debugger. Du step into pour dire je veux aller dans le call, du step over pour dire je veux voir ce qui se passe après ce call ou après cette ligne, et du step until où en gros ça va continuer la fonction jusqu'à atteindre le return statement pour montrer ce qu'il y a dedans. C'est vraiment les 3 qu'on a dans GDB, dans LLDB, dans Xdebug, dans quasiment tout je pense. Des fois il y a des choses un petit peu particulières pour pouvoir faire du timeless debugging, donc débugger, avancer et rewind pour voir ce qui se passait avant qu'on débug. T'as ça quand il n'y a pas de syscall. En gros, tant que tout c'est que userland, on peut enregistrer, record et revenir, mais on n'a plus ça dès qu'on a des interactions avec le kernel et la machine, parce que on peut pas rewind la machine, on peut rewind le programme. Voilà, c'est un petit point sur les debuggers. Merci, ouais, franchement c'est hyper pratique pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe dans le code plutôt que de... Enfin là, si j'avais dû faire des prints pour savoir vraiment par où on passait à chaque fois, mon dieu, il y a des dizaines de milliers de fichiers dans Magento. Scripting pour choper la STPH. Bon, j'avoue, pas scripting, juste faire un gros set in place pour changer tous les public functions de jusqu'à braces. Ouais. Insérer un vardump, je suis dans telle fonction. Mais ça met énormément de temps. Là, je sais, regarde, je sais que je suis dans le base URL checker, execute, voilà. Bon, bref. De toute façon, ça mettre juste un breakpoint, enfin trigger un breakpoint dans execute et faire un run sans next, sans step ou autre. Effectivement, là, je voulais juste. Marrant, Je voulais juste partir de la ligne 1 de index.php pour voir ce qui se passe, mais je vais pas aller beaucoup plus loin sur cette requête là, je vais la laisser play. Juste je vais revenir sur... Il est où mon... Voilà, il est là, sur l'article d'intro dans lequel en fait j'avais fait un petit schéma, je peux le zoomer lui aussi. Ouais, si tu cliques dessus, maintenant on peut zoomer dessus directement. Dinguerie, ok, du coup je vais me contrôle moins. Ok, du coup globalement ce qui se passe dans à peu près tous les CMS, c'est qu'on va avoir donc l'index.php qui va charger les classes de base du CMS, qui va le passer à un mécanisme de routing, qui va appeler le bon contrôleur. Donc on le voyait avec les dispatchs, en gros c'est le routage, qui va regarder l'URI, qui va appeler les méthodes qui correspondent, qui va appeler le bon contrôleur, quoi, qui va vraiment lui réaliser les actions, communiquer avec la DB s'il y a besoin, et retourner les données qu'il faut. Il va les passer à la view. La view globalement c'est celle qui va donc utiliser potentiellement un template engine et render une réponse HTTP, quoi, que ça soit un document HTML ou une réponse d'API, voilà.
Et après, ça va répondre à la requête qu'on avait faite à la base. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me focus sur un truc en particulier, qui est une vuln qui avait été découverte en 2022. Et je vais directement mettre un breakpoint là où, enfin, un endroit où c'est plus intéressant. Donc on a vu donc le mécanisme de, enfin donc ça va sur l'index. Et là on va passer à l'étape d'après. Donc le front controller, je vais juste checker dans quoi c'est. Ouais, donc c'est le dispatch. Donc là j'ai mis directement un breakpoint dans le dispatch au bon endroit. Et on est parti pour faire casser des choses. Donc je sign in. J'avais déjà créé un compte auparavant. Ah really? Oui, évidemment. Attends, pas le bon. Voilà. Hop. Parce que du coup, mon front controller, il est appelé. Ok. En fait, je vais juste désactiver mes breakpoints pour l'instant. On va faire ça comme ça. Hop, donc je me connecte en tant que test@test.fr avec un super mot de passe. Est-ce que c'est bon ça comme mot de passe? C'est raté? Parce que je me souviens plus de mon mot de passe. S'il vous plaît. Parfait. Donc là, je suis connecté, ok. Et une vuln qui avait été trouvée en 2022, c'est une vuln dans le template engine. Là, je suis en train d'ajouter un item à ma liste de souhaits. Je vais partager ma liste de souhaits et en fait, donc je vais la partager à a@b.fr et là-dedans, il y a une template injection. Donc maintenant qu'on sait ça, les syncs pour celui-là, il y en avait plein. Ouais, il y en a beaucoup. T'as les messages, t'as le checkout, t'as l'adresse, des choses comme ça. Et ouais, sauf que effectivement. Toi, le wishlist sharing, t'as un endpoint qui est bien parce que tu peux le trigger. Ah là, c'est gratuit, c'est facile. Moi, j'ai acheté 15 chouchous à 30 centimes l'unité pour pouvoir tester. Ah ouais, mais non, mais c'est chiant. Je me suis fait livrer des chouchous pendant 2 semaines. Let's go. Let's go. Non, là, le wishlist sharing, ça a pas d'impact métier, ça a pas d'impact. Enfin, t'as pas besoin de dépenser de sous, t'as pas besoin de tout ça, quoi. Mais t'as pas de chouchou, du coup c'est chiant. Et j'ai pas de chouchou, désolé. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc, je m'étais fait troller de ouf parce que pour des sites là, ça passait et c'était bien, et RCE, tout ça. Et pour certains, il y avait un filtrage où genre, fallait que ce soit que des caractères cyrilliques. Ou fallait que ce soit que charset espagnol ou des trucs comme ça. Et du coup, tu te dis, mais ouais, laissez-moi. Lui, il est nature, lui. Hein, laissez-moi un bray $6. Là-dedans, c'est nature. C'est nature, et je vais mettre mon breakpoint et on va se lancer dans ce qui se passe là-dedans. Donc là, j'ai mis une chaîne un peu reconnaissable, histoire qu'on puisse la suivre un peu des yeux facilement. Et donc, je vais share wishlist. À ce moment-là, on voit que mon breakpoint y trigger. Okay. On va rentrer dedans. Bon, la requête a donc été dispatchée et je suis dans le contrôleur. Donc, comme on disait sur le schéma tout à l'heure, je suis dans le contrôleur. Toc, 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 toc. On avance petit à petit et est-ce que j'ai fait de la merde? Non, tout va bien. Ok, il n'y a pas de résultat encore, donc on va get action response. Hop, on avance encore. Si on a une abstract action, on redispatch des plugins. Je peux peut-être tricher directement en allant. Est-ce qu'on est passé devant sur celle-là? Non. Je vais mettre le prochain breakpoint qu'on devrait hit normalement. Si je fais play, tout va bien se passer. Voilà. Donc, on voit qu'on a des variables à côté qui sont plutôt parlantes. Profiler key qui nous dit que je veux send une wishlist. Enfin, on peut regarder la request, mais bon, les différents objets, quoi. On va exécuter ça. On rentre là-dedans. Des plugins. On va aller juste sur... je peux potentiellement tricher en allant poser un breakpoint où ça va bien pour aller plus vite. Lib Magento Framework filter template.php, s'il vous plaît. Template.php. Est-ce que connaissez-vous le contrôle P? Contrôle P. Ah, contrôle P, template.php. T'as du Fuzzy File sur l'intégralité de tes fichiers. Très bien. Très bien. Et bah, ça sera vachement plus pratique. Ça sera vachement plus pratique pour la suite de nos aventures. Par contre, s'il te plaît, donne-moi mon breakpoint.
Voilà, donc là j'ai mon breakpoint qui est 7, ok, tout va bien. Je continue, et en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, je vais retrouver. Voilà. Ce message-là, il va passer dans le template engine. Donc, on regarde à quoi ressemble la value qu'on veut, enfin, templater quoi. C'est ça. Je sais pas si c'est trop. Là pour le coup, c'est trop petit, je pense, mais je vais pas pouvoir zoomer. Non, c'est ok. Je sais pas si on le voit. Okay. Non, ok. Sur téléphone, ils vont de choc, mais de toute façon, pour du texte, voilà. Ok. Bon, ça en tout cas, donc juste pour décrire à peu près ce que c'est. Donc la value là, c'est le template du mail qui va être envoyé à l'adresse mail qu'on a choisi là tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une première inclusion pour un template de header. Après, on a le titre du mail qui est une directive trans. Après, on a notre message qui est, donc message from moi, et après on a mon message qui est passé en raw. Voilà. Donc maintenant on va passer dans les différentes directives. Toc. Donc on passe... système de templating qui fait pas du eval comme beaucoup, mais qui vraiment rebuild une sorte d'AST. Alors il fait des dingueries, effectivement, il fait un AST. On verra ça. On va comparer nos engines. Il y en a qui font des dingueries, c'est pas le seul. mais ouais, là ouais, il refait un AST effectivement et il appelle avec le token précédent. Enfin bref. Donc en réalité, on va se mettre un petit breakpoint ici plutôt. Info au passage, je broadcast de l'info. C'est Engine, Unreal Engine. On est français, on fait Engine et tout, mais en fait c'est Engine. Ah pardon. En vrai, who cares, mais pas l'info. Pardon. Donc là, ce qui s'est passé dans le premier truc, c'était en fait la première directive, on va pouvoir même reprendre l'article carrément, c'était la depend directive et attends, hop, la première directive c'était la depend directive et donc là en fait on peut reprendre, voilà, il ressemblait à ça, pardon, le template que j'avais à la base, enfin, on va reprendre l'article carrément, et donc la première directive qui est évaluée c'est la depend directive, donc en fait il va prendre notre template, il va littéralement attends, c'est là, preg match pour la regular expression qui correspondait au depend directive, donc accolade depend étoile accolade, et donc ça il va l'évaluer, et le depend directive ce qu'il fait c'est qu'il réappelle à l'intérieur un filter, et donc cette fois-ci notre filter il va être appelé avec ce template là. Et donc c'est ce qu'on voit ici. La value maintenant c'est le contenu de la depend directive. Et donc on va remplacer ça. Et donc là je peux play carrément. Et là on enchaîne les filtres, les directives, les filtres, les directives. C'est quoi tout ça? Ouais, globalement. Je suis juste surpris par mon... Montre le contenu. Et ouais, j'ai fail. Pardon. Je vais juste refaire une requête pour ne pas fail cette fois. J'ai fait un play en trop. Hop. Juste, en fait, j'ai été trop loin par rapport à la. Tranquille. En vrai, on sait à quel point c'est chronophage de débugger, de vérifier que t'es sur le bon step. Ah non, putain, j'ai fait continue 2 fois à la place de 3 et tout. C'est ça, exactement. Donc là, on y retourne. Ok. Tac. Et donc, on va mettre le breakpoint ici, qui était finalement pas une si mauvaise idée. Donc, on play. Là, on est sur le depend directive, on est à l'intérieur. Si on regarde dans la call stack, on peut virer mes breakpoints. Si on regarde dans la call stack, on est dans le directive processor depend directive qui lui appelle filter, qui va refilter, voilà. Et donc là, on a fini le depend directive et on revient là. Et donc on arrive sur notre deuxième directive processor qui est. On est toujours sur la depend directive? Non. Directive processor. Ok, c'est toujours la depend directive. Ah mais oui, parce qu'il faut que je step out. Voilà, template directive. Je suis toujours là-dedans. Ok, il faut que je step out encore. Pardon. Ok. Voilà.
Yes, c'est bon. Du coup là je suis dans mon depend directive mais de mon appel parent. Donc là j'ai ma value qui a été évaluée, replaced value. Donc cette fois c'est le contenu de la depend directive que je vous avais montré tout à l'heure qui a été évalué. On voit bien le lalustream au milieu. Okay. Je sais pas si ça se voit, pareil une question de zoom, mais là je pourrais pas zoomer. Ouah, c'est un peu petit, mais on voit Ça que passe. dans le. Ouais, désolé. Bon, dans l'idée, le contenu de la depend directive, il a été évalué, enfin il a été templaté, et on voit le contenu qui est lalustream. Et maintenant, on va remplacer le template de base là, qui avait sa depend directive. On va faire un str replace de depend message par ce qu'on a évalué. Donc c'est ce qui va être fait. Hop, et je vais play directement pour arriver là. Voilà, et donc si maintenant on regarde la value, on voit qu'il n'y a plus la depend message, il y a le message. Ici, c'est intéressant de noter que si à la place de lalustream j'avais mis des trucs avec des accolades, j'aurais eu des trucs avec des accolades. Tiens. C'est vachement intéressant parce que du coup, j'ai pas fini en fait. Et là, maintenant, j'ai un autre directive processeur qui passe, qui est le if directive. Donc si par exemple j'avais eu accolade if, eh ben, il aurait été matché ici. Bon, bref, donc là, je vais peut-être avancer directement. On voit qu'il y a ce comportement là qui est intéressant, que si j'avais eu un truc avec des accolades, j'aurais eu ça. Et maintenant, je vais complètement tricher et je vais vous donner directement le payload et on va analyser le payload plutôt que de bricoler parce que là on en aurait pour un certain temps. Hop. Payload qui avait fini par fuiter parce qu'ils étaient sur un guide quelque part, qui a été caché sur demande de gens parce que personne n'avait patch, qui a fini par refuiter sur un article qui était censé être protégé, chiffré, mais qui n'était pas. Finalement, tous ces payloads là, ils ont pas marché pour moi. Si. Ah ouais. Et ben moi, j'avais du déjà coup, passé je me suis des trucs, mais. Je me suis fait l'artisan de la payload et j'ai refait une payload qui est ce qui vaut quoi. Mais globalement, on va voir ce qu'on a. Donc le var directive, donc dans mes directives processeurs là que je passais un par un, depend c'est vraiment le premier. Donc en fait, il remplace mon message et du coup le var, enfin la directive qui va matcher les accolades var, elle passe après. Donc on réutilise le mécanisme dont je parlais tout à l'heure. Et donc, pas celui-là, mais celui-là, même là, pardon. On va retourner dans la wishlist. On va paste ce payload-là. On va l'envoyer à @bb.fr. Bon, j'ai pas de TMP RCE dans mon. On va break ici. Si on vérifie dans mon terminal, ls TMP RCE, il y en a pas. Ok, hop, on va le share. À ce moment-là, j'ai mon breakpoint qui a tapé, mon directive processor, ok. Donc là, je vais play et je vais rentrer dans la call stack de mon directive processor. On va regarder la call stack histoire de pas en faire un de trop. On a dit qu'on sortait de ça, on sortait de ça, encore. C'est gagné. Ok. Mon breakpoint, c'est lequel? J'ai bien lui d'actif. Ouais. C'est bien le 176 qui est actif, c'est le 176, tout va bien. Ok, alors du coup là, on va voir juste à l'instruction d'après. On va passer juste à l'instruction d'après. Voilà. Que donc maintenant la valeur qui est en train d'être détemplatée, enfin d'être templatée, elle contient bien mes accolades. Donc là c'est encore petit, je suis désolé, mais elle contient bien mon var machin, tout autant et pas du tout escapé au même titre que les trans, les var qui sont en dessous, etc. Donc elle devrait être évaluée pareil quoi. Donc là maintenant on est dans la if directive. La if directive elle nous intéresse pas trop, on va passer à la suivante. La template directive elle nous intéresse pas trop non plus, même si ça aurait pu être un chemin à dig d'utiliser d'autres templates et voilà. Là ici j'ai utilisé une var et la var elle est gérée par la legacy truc. Ah oui, le template il va, ouais, ok, d'accord. Donc là il y avait un template pour le header, donc il va repasser sur la depend directive, etc. Ouais, la depend directive elle est là. Ouais, c'est un peu. Bon, il dépile render. Ouais, exactement. Il faut que j'arrive à ressortir de tout ça. Ça aille plus loin. Là, je crois que j'ai réussi à sortir de tout ça. Exactement. Ouais, super. Voilà. Donc là, on est bien. Et en fait, si je peux carrément montrer ça en faisant ça. Et CTRL N. Là.
CTRL V. Et là, CTRL N. Non, c'était CTRL N, V pour faire nouveau fichier. Et là, t'as Alt Z. Et là, Alt Z. comment je le... Alt Z. Et non, stop. Alt Z. Alt Z. Ouah. Oui et non. Ouais, Alt Z, ouais. Alt Z, CTRL B, CTRL Shift P, Beautify. CTRL B, CTRL Shift P, Beautify. Ou format. Mais je sais pas quel type de format. Format document. Ouais. C'est un truc par défaut, ça. Ok, c'est gagné, effectivement. T'as les en fait, le formateur par défaut est là. En revanche, le formateur appelle en fonction de ton extension, de ton meme-type, enfin de tes magic bytes du fichier, le bon formateur. Donc, le formateur est built-in. Les formateurs invoqués peuvent être configurés comme des interpréteurs, quoi. Incroyable. Ok. Et on en apprend tous les jours. Ah bah, c'est clair. Et donc là, donc bon, c'est toujours sur mon header, je me rends compte. Hop, on peut don't save ce truc. Et on retourne sur ça. On peut le sortir. On peut sortir de là du coup. Parce qu'en vrai, j'ai besoin de retourner là-dedans. Attends. Est-ce que je peux du coup mettre un breakpoint juste après? Je suis en train de réfléchir si je peux mettre un breakpoint. Genre. Template directive process. Pourquoi ici ils utilisent un call user func alors qu'avant ils utilisaient le primitif dont on parlait tout à l'heure. Et là si je ils sont en migration, ils sont en train d'être PHP 8 hardened compliant. Il y a moyen. Mais question bête, Magento, ça tourne en PHP 8 ou c'est encore bloqué en PHP? Ouais, si. Okay. Bonne question, j'avoue que j'ai pas checké. Je peux faire un PHP mon version là, pour voir dans quoi ça tourne. Je suis en 7.4 là. Okay. Je sais que je suis en 7.4. Je me check à côté, je vous dis ça. Magento n'est pas encore compatible PHP 8. Bah je disais de merde du coup. Mais c'est incroyable ça. Attends, article du 22 mars. Magento 2 PHP 8 compatibility checker dans ElegantOS. Push last year on s'en cas. Sur le wiki de Magento 2 compatibilité, il y a clairement une grosse doc pour les versions de plugins compatibles par version. Ok. Pas encore les plugins, ok, ça peut se comprendre. We are launching Magento PHP 8 compatibility community. Putain, ça va être un bordel. Ah non, mais... Quand je vais à la tête du code, laisse tomber. Alors. Du coup, là, on a... est-ce que je me suis fail ou pas? Bon, peu importe en vrai. Toujours est-il que on est sur la... Voilà, on arrive sur la legacy directive. Sachant que le template a été il a remplacé les accolades template par le contenu template. Ok, ça c'est bon. Et maintenant on est sur la legacy directive. La legacy directive, c'est celle qui va gérer les accolades var. Donc là on va pouvoir aller regarder dans là. En fait je vais aller regarder directement var directive. Réponse made in chat, 8 points supportés à partir de Q2 2022 et jusqu'à au minima Q3 2024. Et on parle de la 8.1 qui vont se faire une rolling quoi. Et merci Bukowski pour les liens et tout. Merci. C'est cool que vous soyez actifs comme ça. Nice. Yeah. On va juste prendre ça et se faire un breakpoint par là. Voilà. Et on va aller rouler directement. Donc, encore une DPN directive. Bah. C'est plein de trucs qui rentrent les uns dans les autres, mais on va s'en sortir. Tout ça pour aller taper. Ouais. Tout ça pour aller taper mon breakpoint à la fin de la var directive, parce que j'aimerais bien aller voir. Allez. Orti, t'es un gamin. Je l'ai fait, mais t'es un gamin. Vraiment, je l'ai fait genre titre et tout, et je vois tout qui pop dans le chat. Quand il y a la phrase, mais. Non, mais j'ai souri, je l'ai dit, et en même temps que je le dis, je vois le truc pop. Genre, vraiment, il y a 2 débiles. Aïe. Bon. J'ai continue un peu trop loin. Mais toujours est-il qu'il y a un TMP RCE qui a pop. Maintenant, le truc, c'est de retrouver où il a été pop, parce que du coup tu pourrais mettre un breakpoint sur le apply filter.
Bah justement, en fait, ou à la rigueur, tu pourrais mettre un breakpoint pas dans le code, mais sur une fonction. Je sais plus si t'as une syntaxe genre B étoile système. Et du coup, tu pourrais voir dès que système est appelé, en tant que quatet, choper la backtrace et avoir. Effectivement, je peux aller mettre un breakpoint sur. Attends, je peux aller. C'était quoi ma. Sur le apply filter ou même non, t'as la fonction. Payload. Le adapter filter callback, ça va être pas mal. Voilà. Sinon, attends. Non, mon filter, je vais mettre un breakpoint sur filter et je vais avancer jusqu'à ce que j'ai cleaning dans le filter et on sera bien. Ça sera très bien. Attends, je vais faire ça comme ça. Tu peux, mais je pense que le add, t'auras vachement moins de next à faire. Sinon, on peut mettre dans le code un truc qui le adapter filter callback. Le bon zen. Ah, attends, j'ai une idée. Effectivement, on peut simplement. Attends, bouge pas l'idée. Hop. On peut. Expression, hop, $value. Ça, c'est des trucs puissants de XDebug aussi. Complètement. Égal, cleaning. Et là. Ah, wait, t'as ça, genre ça va on breakpoint trigger. Ouais, et là, regarde. What the fuck? C'est incroyable ça. C'est bien trop puissant XDebug, c'est tout à fait parfait. Alors, donc on retourne là-dedans. Les Chrome Tools en JS le font bien, mais je savais pas qu'il y a moyen de le faire en XDebug. On retourne là-dedans et on repaste le payload, le juicy payload. Hop. Vas-y. Hop. @pbfr share wishlist. Et là, qui te pose une question dans le chat Blueshit. Dis-moi tout. Dans la payload que tu as trouvé, c'est juste un moyen de choper un call pour système. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment ça, c'est juste un moyen de choper un call? C'est un moyen de arbitrary call. En fait, je vais détailler ça juste là maintenant que j'ai les breakpoints qui sont au bon endroit. Je détaille ça. Du coup, l'idée c'est que filter. En fait, ce qu'elle va faire, c'est que donc elle remplace elle template la chose comme il faut, et après elle call after filter. After filter, c'est la méthode qui est juste en dessous. Elle va prendre tous les after filter callbacks qui sont register sur le template engine, et elle va call userfunc avec le after filter callback et notre paramètre, notre chaîne, template déjà. En gros, si j'avais donc elle va remplacer tous les accolades machin. Il y a des accolades machin qui peuvent register des after filter callback. Et une fois qu'on a fini de remplacer tous les accolades machin, on va run tous les after filter callback. Et en fait, on va faire un call userfunc callback value. Donc là, actuellement, il y a des after filter callback qui sont register sur mon template engine parce que je sais plus quelle directive avant a register un inline, un callback qui s'appelle inline CSS. Donc si on regarde dans le 10 after filter callback à l'aide, c'est vraiment très zoomé, du coup c'est très chiant. Pas évident effectivement de fouiller là-dedans. C'est quoi le nom précis de la chose? After filter callbacks. After filter callbacks, il est là. Voilà. Hop. Et donc là on voit qu'il y a bien un élément qui s'appelle apply inline CSS. Et donc ce qu'il va faire, c'est call userfunc apply. Donc d'abord il va templater ma chaîne, mais là cette fois ma chaîne c'est cleaning simplement, qui ne contient pas de template, tout ça. Donc je peux simplement aller breaker là, et normalement prions le Seigneur pour que ça marche. Hop, parfait, ok. Donc ma chaîne n'a pas été modifiée, le template engine a fait son travail, il a remplacé tous les accolades par ce qu'il fallait, mais là il n'y avait pas de accolade ou quoi, donc il a rien changé. Et donc after filter va être simplement appelé sur value. Donc on va rentrer dans ce call là, hop. Et donc cette fois on a bien un call userfunc, comme je l'expliquais, de apply inline CSS avec ma value, qui est cleaning. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va reset cet array de after filter callback. Ce qui fait que donc là, on a un terrain propre et on va pouvoir appeler vraiment toutes les méthodes qu'on veut. Le truc est vidé. Donc, je passe les détails sur le apply inline CSS. Hop, voilà. Maintenant, notre value n'est plus simplement cleaning, c'est
une chaîne de caractères absolument immonde, doctype HTML, blablabla, et on retrouve notre cleaning à peu près au milieu. Donc là, il a vraiment transformé notre truc en un vrai document HTML avec du body style égal et du inline CSS, quoi. Voilà. Donc ça, c'était juste PHP qui génère du template qui générera in fine du PHP qui va générer un mix de HTML, style sheet et JS. Ouais, c'est du plaisir. Bon appétit. C'est du plaisir. Et si on retourne sur mon truc, juste histoire que en fait, je vais break sur add after filter callback parce que ça va être notre next step. Parce qu'en vrai, donc là, après, il va y avoir un autre variable directive qui va parser celle-là. Et là, notre next step, ça va être add after filter callback. Allez, on est là. On va chercher là-dedans. Add after filter callback. Public function, on break là-dedans et on dit qu'on break uniquement si on a système là-dedans. On est ligne 224, donc c'est celui-là. Et on break uniquement si $after filter callback égale système. Voilà. Hop. Et donc là, on peut play et on arrive là-dedans. Voilà, tout va très bien jusque là. Je vais juste en profiter pour montrer un peu un truc fun. Ce qu'on disait sur l'AST et tout. En gros, il faut que je le retrouve. À l'aide. Beaucoup trop de zoom. Tu peux dézoomer un peu. Fermer ça. Un peu marge, ouais, en vrai. T'as aussi le droit de contrôler le nombre des choses que tu cherches, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que... on est là, en fait. Voilà. J'ai plus exactement les noms en tête, mais... globalement... Resolve. Voilà. Donc, globalement, il va prendre notre value. Bon, là, j'aurais dû mettre un breakpoint là-dedans pour qu'on ait les variables qui soient résolues directement. Mais ce qu'il fait, c'est que donc notre value, c'était par exemple le contenu de notre variable directive. Donc, si on reprend ça, ça va être this get template filter, blablabla. Ça va être le contenu de notre value. Et donc, ce qu'il fait lui, c'est qu'il le tokenise ce truc-là. Et ensuite, il va mettre tous ces tokens sur une stack. Il va prendre le token 0. Il dit c'est forcément un template, c'est forcément une variable, le token 0. C'est-à-dire que tu peux pas directement appeler une méthode, tu es obligé de partir d'une variable et après d'appeler des méthodes sur cet objet-là, mais tu es obligé de partir d'un objet en fait. Et donc là, il va récupérer la variable sur les template variables. Et ensuite, il va regarder si c'est un point attribut ou un point méthode. Si c'est un point attribut, il va passer là-dedans et il va récupérer l'attribut. Si c'est un point méthode, il va appeler la méthode sur l'objet. Voilà. Donc ça, c'est la partie un peu fun de ce template engine. Donc il est vraiment fait de manière artisanale, quoi, et ils ont vraiment refait un template engine. Donc maintenant, si on retourne sur notre breakpoint, il était où notre breakpoint? Il était là. Voilà, donc là j'ai add after filter callback. Donc en fait, ce qui fait mon payload simplement, c'est qu'il va prendre this qui correspond au template engine et qui est une variable une template variable. Sur this, il va appeler la méthode getTemplateFilter qui est en fait lui-même globalement. Sur ce template filter, il va add after filter callback. Donc c'était le mécanisme que je disais tout à l'heure de une fois qu'il a tout remplacé, il va appeler tous les filter callback un par un. Donc là ici ce sera système. Et en fait après ça, je fais un appel à filter directement avec mon payload. C'est-à-dire que je vais pas attendre qu'il finisse de templater tout le mail et après lui faire un système de tout le mail. Non, je vais appeler directement la méthode filter. Donc si on récap, on enable le cleaning pour qu'il appelle à une sous-chaîne de filter et on lui remet un var pour que quand le deuxième dépilage se fasse, on arrive à rechoper le système en eval un peu forcé, quoi. Exactement. En fait, là, mon cleaning, il sert à virer tous les after filter callback. En fait, donc sinon, en fait, ce qui serait passé, c'est que si j'avais mis mon payload la touch TMP RCE, d'abord il y aurait append le CSS dessus.
Et après, il aurait fait système de HTML, body, style égal machin, si t'as un touch dollar, TMP, si t'as un dollar parenthèse, en théorie, ça passe. Ça aurait pu passer, ça peut, effectivement. Pas sûr. Ça peut. Après, pour être sûr de ce que j'envoie dans le système, je fais ça comme ça. Ça me semble plus propre. Écoutez, j'envoyais du garbage, c'est pas de ma faute, c'est dans mode CSS, il y a un RMRF. Voilà. Exactement. On évite risque, les choses comme ça avec ce payload-là. On évite les choses comme ça. Et voilà. Et donc derrière, je peux aller remettre un breakpoint dans filter pour voir ce qui se passe précisément quand j'aurai mon touch TMP RCE. Donc on va retourner là et on va l'edit et on dit que value cette fois ça sera touch $accolade ifs /tmp /rce. Voilà, parce que j'ai pas le droit aux espaces parce qu'il n'y a pas de code dans cette partie là, donc malheureusement. Et donc là je play. Ok. Ouais, j'avoue que je suis surpris que le truc du dessus est pas trigger, mais c'est pas grave, tant pis. Donc là, en fait, on est sur l'appel à filter avec touch TMP RCE. Voilà, donc en fait, il n'y avait pas de accolade quelque chose dans mon payload, donc il a rien remplacé. Et maintenant, il va faire la after filter. Donc il va appeler tous les after filter callback un par un. On a dit que mes after filter callback, je vais essayer de retrouver voilà, il est là. Ça ne contient qu'un élément qui est système. Parce que j'ai crafté ça comme ça, je me suis arrangé pour que ma stack entre guillemets de after filter callback ressemble à ça. Et donc là, simplement, je vais rentrer là-dedans. Et j'ai un hop, on va là-dedans. J'ai un call user func système. Touch /tmp /rce. Voilà. Et donc simplement, donc là le template engine qui avait pour principal problème de une fois qu'on avait un depend, il allait templater le depend et nous le réinsérer et continuer comme si de rien n'était avec la version résolue entre guillemets qui avait été insérée. Et voilà. C'est-à-dire que les règles du jeu changent au milieu de la partie, quoi, globalement dans le template. Nouvelle règle. Je rajoute des directives comme ça, je peux en enlever, je peux en rajouter, voilà. Yes. Donc c'est tout pour la partie démo. Globalement, si peut-être il y a besoin de revenir sur des points de méthodo ou de setup, je pense avoir montré un peu mon setup. Il est pas mal, hein. Voilà. Ouais, c'est très pratique. Xdebug, c'est franchement très pratique. C'est cool d'apprendre à s'en servir. Tu le mode trace un peu ? Le mode trace, pas du tout, mais ça fait partie des choses que j'aimerais. Pour le prochain stream, je fais une démo de générer deux traces et arriver à en faire un diff et pouvoir en faire une comparaison de pré-patch, post-patch, qu'est-ce qui a changé, pourquoi, comment. C'est clairement un truc que j'aimerais dig, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller là-dedans. Tu auras 4 spectateurs. Acteur-spectateur au prochain stream. J'ai 3 petits trucs avant qu'on se laisse, même si ça va pas tarder. Le premier, on parlait des template engine qui font tous des dingueries. Je voulais rebondir avec une anecdote fort sympathique. Spip fait un système de templating qui commence à s'output et des fois il dit j'ai pas fait vraiment du templating comme je voulais, je vois qu'il y a encore des tags dedans. Du coup, je vais écrire dans stdout, ravaler stdout. Attention, tu changes des scènes. Ouais, pardon, j'ai stoppé mon partage d'écran. Balancer des trucs stdout. Ouais, t'inquiète. Se rendre compte qu'il n'y a pas la bonne forme de templating, qu'il y a encore du templating dedans. Donc, ravaler stdout, le templater et le rebalancer. Donc des fois, parfait. Tu mets un echo map payload pour voir si ça a marché. C'est incroyable. Oui, et du coup, tu sais, du overread content, en gros, en faisant le echo map payload pour voir si ça marche, ta payload est dans stdout, se fait ravaler, et du coup, j'étais à la stack en mode putain, j'ai la prochaine pré-haute et tout. et je recreuse, je refais un lab de zéro, il y a Niche à côté de moi, et je fais et là, rien. Terrible. Donc voilà, dommage. Clairement tous les engins de templating ont leur dinguerie et c'est très chouette et très triste à la fin. Ouais. Là, tu as fait ton inspection manuelle dans les templates. Est-ce que tu as tenté de faire l'approche Poda Jinja et Poda d'autres engins sur Python, mais en approche recursive inspection dans le templating pour voir si on avait quand même accès à d'autres manières de le faire?
Alors non, j'ai pas creusé ça plus. En fait, j'ai fait ça manuellement, d'aller regarder dans les autres directives s'il y avait pas des tricks un peu sympas à faire. J'ai pas trouvé d'autres tricks stylés. J'avais avec les templates, j'avais creusé un peu. J'ai pas réussi à sortir de trucs bien parce que globalement les templates qui existent déjà sur Magento. En fait, la directive template, elle va chercher que sur j'ai chopé les templates, fait du fuzzing, fait de la différentielle, fait des... Ouais, non, il n'y avait pas assez de sources dans les templates pour arriver à en extraire une Ouais, c'est ça, j'ai pas réussi à faire quelque chose qui marchait avec les templates. Les var directives, ça marche bien. Et j'en suis resté là pour cette dune là. J'avoue que ça prend du temps aussi de rédiger les articles, ça prend du temps j'ai regardé WordPress clair. Aussi. La rédaction d'articles a pris un certain temps. Voilà. Donc globalement, j'ai pas eu le temps d'aller creuser ça de manière automatique, de faire du tooling pour ça. Je me suis servi de Xdebug et j'ai roulé avec ça, quoi. Mais et dernière question. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de chercher ce genre d'approche pour choper la prochaine payload de SSTI? Parce que comment ont-ils fait le patch? Ouais, j'ai regardé le patch, j'en parle dans l'article. Globalement, c'est chaud maintenant. Le patch est plutôt propre. Globalement, ce qui se passe, c'est que maintenant. De temps quand même. Parce qu'il y a eu un premier patch, des bypass et un deuxième patch. Ah non, ça j'avais pas. J'avoue, il y a eu un premier patch où le accolade s'est fait remplacer. Il faisait juste une passe de replace tout double accolade par un seul accolade. Donc les gens ont mis 4 accolades et SSTI. D'accord. Ensuite, il y a eu un bypass dans le coding de mémoire. Et ensuite, il y a eu un patch vraiment plus décent. Parce que maintenant, ils signent les directives en fait. Wow. Celui-là, j'avais pas vu encore. Ce qui est fait, c'est que donc au moment où tu fais ta requête, il va générer une valeur random et ça va être la signature. Et plutôt que de chercher, donc quand il fait des filters. Enfin, quand il fait par exemple pour la depend directive où il allait inclure notre message, en fait, là, il va demander globalement, j'arrive pas à m'exprimer. Quand il va filter la depend directive, donc le sous-truc, quoi, il va demander à ce que les directives soient signées. Et la signature des directives, c'est au lieu de matcher, par exemple, accolade var, il va matcher accolade random value var. Ouais, ils ont nommé ces trucs, quoi. Ouais, exactement. Et donc, globalement, Magento, il signe que ces directives qu'il faut. Les dereferred directives, il appelle ça. La partie du script qui fait ça, elle est plutôt correcte. Enfin, elle signe que les directives qu'il faut. Le secret est en env, en file system. Le secret est... En fait, à chaque requête, il va prendre une valeur random et ça sera ça, ta signature. Ah ouais, putain. Donc on peut même pas file read tout quelque chose. Ouais, exactement. Exactement. Tu peux même pas le faire en 2 temps, quoi. Tu peux même pas. Il stocke en BDD après, il recheck juste. Non, c'est une propriété au même titre que after filter callback. Il y a une propriété genre signature dans l'objet. Ok, voilà. C'est chaud. Et donc tu peux pas gérer, tu peux pas te débrouiller pour bricoler ça. Et donc maintenant tu peux plus aller taper. Et deuxième fixe, c'est que plutôt que de faire la depend directive replace par ce qu'on avait comme résultat de la depend directive, puis la if directive replace, puis la template directive replace, etc. En fait, il fait la depend directive, il stocke que ce bout de chaîne, je vais le remplacer par ça, mais il le fait pas. Ensuite, il passe la if directive, il voit les if, il se dit ok, cette partie-là du template, je vais la remplacer par cette résolution, etc. Et en fait, il fait toutes les directives sur le même template. Et seulement à la fin, une fois qu'il a fini, il remplace tout ce qu'il avait fait, typiquement, il va remplacer et la depend directive et la if directive et tout en même temps en fait. Il fait d'abord tout le templating et ensuite il fait tout le remplacement. D'abord il fait tous les calculs et après il remplace tout. Voilà. Et donc ça permet d'éviter que même si j'arrive à injecter un payload finalement, en fait il va pas être évalué parce qu'il fait toutes ses évaluations de directives sur le même payload, enfin sur le même template qui contient normalement pas ce que tu as mis dedans, quoi. Voilà. Ok. Intéressant. Donc voilà. Ça fait plaisir de voir quand même des fois des mitigations qui sont vraiment solides. Là, le premier le fixe est vraiment pas dégueu. Le deuxième est nice. Il y a plein de frameworks qui souffrent de... t'as une SQLI, donc tu fais un password reset d'admin, tu chopes le token et c'est terminé. WordPress en a eu des prémunis bien. Et là, voilà, dernière bonne surprise, que je crache dessus, je rigole, mais ils font pas tout mal. Speepogen, ils m'ont régalé parce que depuis quelques temps maintenant, les opérations sensibles crypto, hash, chiffrement, tout ça, lien de pass reset, token de session, sont
signé ou Xoré, je sais plus, mais avec un... Non, pas Xoré, ce serait de la version signée, ou effectuée avec un système, ou un secret, mais le secret est recompute à chaque requête quand c'est nécessaire d'un XOR entre un secret de DB et un secret de file system. Donc un file read ou une SQLI n'est plus suffisant pour déchiffrer ou rechiffrer ce qui nous intéresse. Et du coup, beau fixe, nice. Double précondition, ça lève vraiment la barre et du coup la crypto derrière, bon, il y a des trucs qui sont pas ouf, mais il y a plein de trucs qui deviennent vraiment moins atteignables, donc ça fait plaisir. C'est cool. Stylé. Ouais, bon, tout va pas dans le bon sens, mais ça c'est nice. Messieurs, merci pour votre présence. Messieurs, mesdames, vieweuses, merci également pour votre présence. Semaine prochaine, on part sur une veille techno avec a priori Dry et une autre personne sûrement reste à définir. Repsio Blue Sheet, on se retrouve a priori, dont on n'a pas encore calé la date, mais pour une P2 avec les pop chain et putain, vous avez pas fini vos sujets, il va falloir que je retrouve des trucs à dire. Terrible. Yes. Rajoute du boulot. Ça va, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais, carrément, merci beaucoup pour ton invitation surtout. Et c'est très sympa, ouais. J'avais montré à de nombreuses reprises vos articles, je pensais avoir fait le tour et en fait, le simple fait d'en reparler, de se montrer des trucs, on se rend compte, enfin moi perso je me rends compte que j'étais passé à côté de pas mal de choses. Je veux dire là, le peu, on a parlé les gars, on a parlé 3 heures. Moi j'ai appris la blinde de trucs de vous. J'ai appris la blinde de trucs du chat et des gens qui ont dit ah tiens en fait c'est ta lien, en fait tiens ça marche pas comme ça. Le fait de voir super interactif, ça fait plaisir. Ouais de ouf, de ouf. Le fait de voir préparer fait que j'ai repris des trucs sur Mlocate qui est devenu Plocate. Genre c'est tellement win-win pour tout le monde, c'est un plaisir. Carrément. Ouais de ouf. Donc see you d'ici quelques semaines pour la suite, de toute façon on garde le chat. Yeah. Yes. Je pense qu'on va once again raider Virtual Labs s'il est toujours là. Parce que pour l'instant la stream est tard. Minuit. Il est toujours là. Ouais. Nice. Virtual Labs. Nice. Start trade. Ça met un certain temps. Dans 90 secondes. C'est long. Ok. Bon, ça va se faire. Je sais pas si je coupe le stream. Je sais pas comment ça marche. Un petit Rubik's Cube en attendant. Vas-y, 2x2. Bam. On mélange. Ça change beaucoup les strats en 2x2 ? Non, au contraire, c'est. Enfin, tu fais. Tu connais un peu le game du Rubik's Cube ou si je te parle d'OLL, de PLL, ça te. Non. Ah ouais, non. Ah, mais en fait, on voit pas du tout avec ma cam. Faut que je mette ma cam là. Moi, j'ai fait la face blanche, pardon. Et je l'ai d'ailleurs très mal faite. Donc, je vais pouvoir la refaire en votre compagnie. Hop. Habile. Ça arrive. Hop. Donc là, la face blanche est faite, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, on va faire la face jaune. On a fait la face jaune, mais c'est pas bien placé. Donc on va placer tout ça. Alors il te reste c'est GG pour le 2x2. C'est GG pour le 2x2. C'est GG. Ah là là. Terrible. Putain, Blue Sheet, c'est pas pour flex, mais regarde, je fais Rubik's Cube. Par contre, j'ai déjà un côté qui est fait, tu vois, et du coup, je vais le faire vite fait comme ça. Hop. Tu vois, hop. Non mais qu'est-ce que c'est Unity ? Vous avez prévu de troller là. J'ai une bouteille et une Sharp Char, je peux rien faire. Dommage. C'est pas du tout prévu, juste ça traîner. J'ai rien à unpack. Si. Oh, pour les quelques qui sont restés. XMCO, ça dit quoi Synactive XMCO ? Ils font des ventilos. Bah justement, ça dit le parapluie Synactive. Ça dit ici le parapluie Synactive. C'est pas mal. Allez, salariés, c'est génial qu'ils sont encore là, bonne soirée. Yes. Des bisous, c'était très chouette de vous avoir. Ciao. Au revoir.